Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Et bonsoir à tous les amis, comme tous les mardis soirs, place aux voix des entrepreneurs, ces petits entrepreneurs qui font bouger la France, parmi tant d'autres. Bonsoir à vous Denis. Bonsoir Jean-Marie. On sera ensemble tous les mardis soirs justement pour parler des restaurateurs, pour parler des plombiers, pour parler des maçons, pour parler de ceux qui créent aussi des petites start-up. C'est pas forcément la grande entreprise technologique à laquelle on pense. On va essayer de prendre soin de vous aussi, de vous donner quelques conseils, vous donner quelques exemples. Vous pourrez toujours d'ailleurs témoigner au 0826 300 300. Et tout de suite avec vous Denis, on va parler de quelque chose qui est quand même très français, les métiers de bouche justement, les restaurants, les pâtisseries, les boulangers, les traiteurs, les bars, les brasseries. Et on en parle tout de suite avec vous jusqu'à 19h30 sur Sud Radio. Comment les métiers de bouche peuvent faire face à la crise? C'est la question qu'on se pose, Denis, aujourd'hui. Oui, et puis Jean-Marie, vous aviez raison. En fait, ce qu'on veut en mettre en avant, il faut le comprendre dans cette émission, c'est ce qu'on a appelé entre nous, notre nom de code en préparant, c'est les héros de l'entrepreneuriat. On a l'habitude de présenter les startups très parisiennes, très technologiques, c'est-à-dire toutes celles qui existent au mois de janvier 2020 et qui n'existent plus 2 ans plus tard. Mais on oublie tous ces héros du quotidien, ceux qui vont vivre les territoires, qui impactent leurs salariés, qui impactent leur environnement et dont on a tous besoin. Quand ils ne sont plus là, il n'y a plus de territoire. Donc du coup, c'est eux qui vont être un petit peu en avant pendant toute cette rubrique. Et c'est vrai que commencer français, c'était pas mal en commençant à son estomac, surtout à 19h, c'est plutôt de bon augure. Donc on va parler d'eux et on va parler des métiers de bouche ce soir. On va parler de ces restaurateurs. On accueille un premier invité justement, Marcel Bénézé. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir à vous tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Je vous dis bienvenue, mais vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur Sud Radio. Président de la branche des cafés, bars et brasseries du Groupement National des Indépendants, le GNI. On se le disait, c'est la problématique aujourd'hui, comment les métiers de bouche, en général, dont vous faites partie, peuvent faire face à la crise. Denis, quelle première question on pourrait poser? Enfin, quel est le premier défi d'un entrepreneur et notamment d'un restaurateur qui tient une brasserie? Déjà, en temps normal, sa vie est pas forcément très facile. Et pour tous ceux qui vivent un peu à l'étranger, notamment, il y a cette notion des charges qui est énorme. Pour tous ceux qui viennent aux États-Unis en milieu anglo-saxon, un barman, un serveur, il va faire dans un bon restaurant 3, 4, 5 000 euros net dans sa poche. Chercher celui qui peut faire la même chose en France, mais avec un système de pourboire. Donc finalement, c'est le client qui paye. Et puis en ce moment, il y a le Covid, que ça ne vous a pas échappé, parce que je pense qu'on en parle à peu près toutes les 12 secondes et demie. Donc du coup, ma question, c'était de tout se refaire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous en fait en ce moment? C'est quoi le défi que vous voyez arriver dans les semaines et les mois qui viennent? Marcel? Oui, pour moi, les conséquences de l'activité sont catastrophiques aujourd'hui dans la restauration. Alors, il y a les saisonniers, il y a des régions qui s'en sont sorties mieux que d'autres, mais sur une courte durée. Aujourd'hui, la saison, c'était juillet-août, tout ce qui est sur les côtes françaises, mais sur Paris et les grandes villes de destination, Paris, ça a été une catastrophe. Et ça l'est toujours. On est même à la limite, on est plus en baisse au mois de septembre qu'au mois d'août. Aujourd'hui, le sondage que nous avons fait auprès de nos entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, 20% dans ceux du GNI que nous avons questionnés, 20% pensent qu'ils vont être menacés de disparition dans le secteur. Donc c'est vraiment très inquiétant. Aujourd'hui, on est à la manœuvre avec le gouvernement qui a été quand même généreux, mais aujourd'hui il parle de restreindre un petit peu ces aides, c'est-à-dire que sur le chômage partiel par exemple, de reste à charge, qui sera un reste à charge de 15% à partir du 1er novembre, et là on est contre, parce que plus de 10% de congés payés, ça fait 25% à charge pour une entreprise, donc ça veut dire que c'est un employé sur 4, donc c'est pas tenable, ça veut dire que vous avez des rideaux qui vont se fermer encore plus à partir du 15 octobre, ou du 15, voilà, donc c'est très 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 inquiétant. Et l'hôtellerie c'est pareil. Alors, on discutait parce qu'on a notre camarade Thierry Marx qui est bloqué dans un train et qui viendra bientôt nous rejoindre. Mais on en parlait aussi avec le chef Etchevest, qui est le gourou des médias. Mais lui, l'évaluation aujourd'hui, c'était de dire qu'au moins 20% des restaurateurs parisiens allaient disparaître. Je pense qu'on ne parle pas assez des territoires. C'est quoi votre évaluation à vous, même si elle est un petit peu à la louche aujourd'hui? La preuve, c'est que lui donne le même chiffre que moi, 20% sur la région parisienne, mais sur le plan national, on est à peu près à 30% d'établissements qui vont disparaître. Le café, le bar, la brasserie, le restaurant de village, que vous aviez 3 restaurants, sur 3, il en restera peut-être qu'un seul. Aujourd'hui, la situation est très alarmante. Moi, je peux vous assurer que c'est vraiment très très inquiétant. Il y a de quoi s'inquiéter. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés. On a le problème des loyers, on a le problème des charges qui commencent à arriver. Donc tout ça. Puis alors, maintenant, si vous voulez, comment a été levé, si vous voulez, la période depuis le 10 septembre des bailleurs qui peuvent maintenant faire usage de la clause de résolutoire. Ça veut dire qu'il y a des bailleurs qui vont envoyer à partir de demain. Je dis demain, c'est peut-être qu'ils l'ont déjà fait.
demandant à leurs locataires de payer les loyers en retard, c'est-à-dire tout ce qui a été pas payé depuis le mois de mars. Et comme ils sont dans l'impossibilité de payer, eh ben, ils vont saisir le bien. C'est clair. Effectivement, restez avec nous. En tout cas, Marcel Bénézet, tout de suite, on vous emmène aux États-Unis. On est en direct sur Sud Radio avec Mélanie Kim. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la cofondatrice de Julie Myrtille. Alors, Julie Myrtille, c'est votre pâtisserie. Ça sonne très français. Mais pour le coup, c'est au Texas, hein. Exactement. Oui, c'est au Texas. Vous êtes en direct du Texas. On est installé depuis quasiment 5 ans maintenant au Texas. Alors, petite question, pourquoi vous êtes allé? Alors moi je vous connais bien, donc on triche un petit peu ce soir parce qu'on avait envie de mettre en avant ces Français de l'étranger, mais aussi, on le verra tout à l'heure, ces Français qui ont innové dans le digital et les métiers de bouche. Mais pourquoi le Texas d'abord? Et pourquoi Austin? Parce que, alors Austin, il faut savoir pour les Français et pour ceux notamment qui sont dans la région angevine que c'est jumelé avec Angers notamment. Mais pourquoi Austin? Alors, tout d'abord le Texas, parce que c'était hors des sentiers battus. On connaît bien la côte Est et Ouest. Les gens, les Français, classiquement, vont à New York, ou à Los Angeles, ou à San Francisco lorsqu'ils veulent s'expatrier. Et nous, on voulait vraiment aller dans la vraie Amérique, celle où il faut tout découvrir, donc le Texas, avec les cowboys. Voilà. Et Austin, parce que c'est une ville super dynamique. Et c'est la ville qui grossit le plus en termes d'attractivité et de technologie. Et donc, c'est une ville qui me plaisait beaucoup. En fait. Ouais. Et donc, moi, je me souviens, parce que, à nouveau, on se connaît un petit peu. Il y avait un chiffre qui m'avait surpris et qui va parler aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. Vous avez toujours en tête le niveau moyen de salaire des gens à Austin, qu'on puisse le comparer à celui de la France? Ah oui, le niveau moyen, je crois qu'il est à 89 000 cas par an pour le salaire moyen. Donc, je rappelle quand même pour 80 000 $ par an. 80 000 $ par an, c'est à peu près 3 fois et demi le revenu moyen des Français aujourd'hui. Donc, du coup, ça veut dire, mesdames, que vous allez gagner bientôt beaucoup d'argent, parce que combien on vend un pain au chocolat à Austin aujourd'hui? Un pain au chocolat, on le vend à 5 $, mais c'est plus pour les matières premières, en fait. Le coût des matières premières est beaucoup plus élevé ici. Le beurre, c'est difficile de le trouver. Pour chaque matière première, on paye beaucoup plus cher ici. Et la chocolatine, c'est le même prix ou pas? Parce qu'il y a débat chez nos auditeurs sur Sud Radio. Effectivement. Alors, une autre question qu'on pourrait vous poser, parce que vous êtes toutes les deux d'ailleurs en direct sur Facebook, sur le Facebook Live de Sud Radio. Vous êtes toutes les deux, Julie et Mélanie, donc vous êtes les deux sœurs, vous avez fondé cette pâtisserie. Comment vous passez le cap? Est-ce que vous avez eu aussi des fermetures obligatoires? Est-ce que vous aussi, vous avez vu votre chiffre baisser avec cette crise du coronavirus? Oui et non. On s'est préparé en fait. On s'est préparé. On n'est jamais bien préparé, mais je veux dire, on a beaucoup innové. On a sorti un site dès l'annonce du gouverneur Abbott de fermer tous les établissements qui étaient non nécessaires en fait. 24 heures après, on a monté un site internet et en fait c'est un peu le digital qui nous a sauvés, puisque en fait vous avez vendu vos pâtisseries en ligne. Voilà. Ouais, en ligne. Ça. Oui, on a pu rester à flot, je veux dire, sauver les meubles. Oui, tant mieux. Et les chocolatines, par la même occasion. Exactement. Donc, du coup, je vous poserai pas la question de savoir si vos clients sont gros, parce que je suis sûr que comme c'est des gourmets, en fait, ils sont très fins. Mais comment ça s'est passé? Parce que expliquez aussi cette petite différence qu'on connaît un peu moins en France, même si on a les marchés. Vous avez ce qu'on appelle les farmers market aux États-Unis, c'est-à-dire des marchés parfois un peu bio, un petit peu bobo, on dirait à Paris, etc. Et puis vous avez la boutique. Donc, est-ce que les farmers market, c'est resté ouvert? Les marchés sont restés ouverts là-bas? Oui, exactement. Alors, les farmers market sont restés ouverts puisqu'ils sont considérés ici comme des grocery stores, donc des magasins alimentaires. Donc, ils ont eu c'est une alternative en fait aux magasins traditionnels. Donc, ils ont eu le droit de rester ouverts avec des réglementations particulières en termes d'hygiène et plusieurs normes ont été mis en place. Donc tous les gestes barrières, ils ont mis beaucoup de contrôle à l'entrée avec des policiers qui surveillent l'entrée des farmers market. Le nombre des visiteurs a été limité en fait pendant un certain temps.
Et on a formé toutes les équipes au Farmers Market pour adopter les gestes barrières et adopter les pratiques sanitaires du Covid, en fait, du Covid-19, tous les gestes nécessaires. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Très bien. Et voilà, après avoir formé les équipes, sur les Farmers Market, on est toujours bien présents. Vous êtes bien en place en tout cas et vous avez passé la tempête. Écoutez, on était ravis d'abord d'être en direct avec le Texas. C'est pas tous les soirs que ça arrive quand même sur Sud Radio. Donc on vous souhaite beaucoup de bonheur et puis bonne chance aussi. Merci. Avec vos pains au chocolat et vos chocolatines. Comment ça se dit en américain d'ailleurs, pain au chocolat? On appelle ça des chocolate press. Chocolat de croissant. Chocolat de croissant au chocolat. Ça ressemble pas à des croissants. Le chocolat de croissant. Il faut préciser que Julie est quand même une des rares femmes et jeunes femmes à l'Académie culinaire française et qu'elle représente dignement notre savoir-faire là-bas. Mais c'est ça. Donc Julie, effectivement, et Mélanie, on vous souhaite beaucoup de bonheur, les cofondatrices toutes les deux de Julie Myrtille. C'est une pâtisserie française, c'est au Texas en tout cas. On va rester ensemble avec Marcel Bénézé qui est toujours en direct avec nous, président de la branche café, bar et brasserie du Groupement national des indépendants. Marcel, on vous demandera dans un instant, tiens, si vous regrettez de ne pas avoir fait carrière aux États-Unis, au Texas, pourquoi pas, où il y a peut-être moins de normes, vous nous le direz dans un instant. Marcel Bénézé, et puis on se retrouve dans un instant pour les voix de l'emploi avec Denis Jacquet sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Et les voix des entrepreneurs avec Denis Jacquet, comme tous les mardis soirs de 19h à 19h30 sur Sud Radio. Nous sommes toujours en direct avec notre invité Marcel Bénézé, président de la branche café, bars et brasseries du Groupement national des indépendants. Alors moi, j'avais une question pour vous taquiner un petit peu, mais quand vous écoutez un petit peu la façon dont ça se passe en milieu anglo-saxon, aux États-Unis, pas de charge, une facilité d'embaucher, de débaucher, est-ce que vous rêvez pas un peu d'avoir été entrepreneur et restaurateur plutôt aux États-Unis? Alors, vous avez bien fait de parler de ça, parce que j'ai été élevé par mon papa, qui maintenant n'est plus là. C'était son rêve, c'était les États-Unis. Et il nous a élevés un petit peu comme ça. Et quand je suis arrivé à Paris à 20 ans, c'était pour moi une première étape. Je devais partir à Londres dans un ami qui avait un restaurant, un Suisse qui s'était installé à Londres. Ça s'appelait l'Inigo Jones à l'époque, ce restaurant très connu de l'époque. Et de là, je partais aux États-Unis. Figurez-vous que je suis arrivé à Paris. Et rapidement, j'ai dû, à l'époque, c'était plus facile peut-être que maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir acheter une affaire rapidement. Et je me suis mis des boulets aux pieds, trop vite à Paris. Endetté, bien sûr, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie, je ne regrette rien, mais c'était quand même, c'était un désir, c'était un rêve d'enfant de partir aux États-Unis, mais je suis resté à Paris et je ne le regrette pas parce que j'ai mené une vie de restaurateur, de chef d'entreprise heureuse. Bien sûr, là, j'arrive à la fin de ma carrière un peu compliquée, mais bon, je pense que ça va repartir. Je pense qu'on en a pour 2 années, 3 ans, et dans 3 ans, on retrouvera, si vous voulez, la dynamique qu'on avait au mois de février. Quoi. Ouais. Mais vous pensez, on finira par ça, mais vous pensez que ce système des États-Unis où finalement le client paye un pourboire qui va entre 10, 15 à 20%, que se partagent les serveurs qui fait qu'en général ils sont plutôt bien payés, en tout cas dans les établissements qui marchent bien, c'est quelque chose qu'on aurait pu tenter en France? Mais on a essayé de le tenter, mais nous on a un vieux principe, c'est ce qu'on appelle le portefeuille, c'est les 15% sur l'addition, c'est ce qu'on appelle la loi Godard. Et qui est réparti ensuite au nombre de salariés par rapport au maître d'hôtel. C'est réparti avec des points. C'est un système que je voudrais même qu'il disparaisse un jour parce que c'est pas. Mais c'est vrai qu'effectivement ils sont beaucoup plus payés que nous. Mais c'est le client qui paye, c'est pas le patron. C'est clair. Voilà. Mais ils n'ont pas les couvertures sociales. En France, on a quand même une sécurité sociale, il ne faut pas l'oublier, qui est quand même généreuse et un gouvernement qui l'est aussi. Ouais, effectivement. Allez, on est en direct avec nous, restez avec nous, Marcel Bénézé. On a aussi en direct avec nous un autre entrepreneur, Julien Audy. Bonsoir à vous, cofondateur du Chef en Box. Bonsoir à tous les deux. Alors ce soir on vous parle d'histoire de famille parce que c'est beau les histoires de famille en fait. 2 sœurs qui entreprennent ensemble il y a quelques minutes, un frère et une sœur maintenant. D'ailleurs on le reconnaît parce que c'est celui qui a de la barbe qui est le frère, donc vous l'aurez reconnu. Bon, donc, là aussi je crois qu'il y a un tandem avec quelqu'un comme avec Julie qui est vraiment une pâtissière et quelqu'un qui est plus la partie marketing, business, finance, etc. Est-ce que vous répartissez un petit peu les fonctions comme ça tous les deux?
Voilà, tout à fait. Anaïs pâtisse et moi je mange. C'est pas toujours facile. Oui, Anaïs, je la laisserai parler après, mais a été formée aux côtés de Cédric Grolet au Meurice. Et puis moi, je suis plus la partie business et stratégie en effet. Ouais. D'accord. Donc Anaïs, quand est-ce que vous êtes tombée dedans? Alors du coup, mais quand est-ce que vous avez lancé cette aventure? Expliquez-la un petit peu, qui était quand même une box à l'origine, et puis on va parler de vos nouveaux projets maintenant avec le digital tout à l'heure. Oui, alors je suis tombée dans la pâtisserie il y a 7 ans maintenant. Ça se voit pas, je vous rassure. Hein. Ouais, contrairement à votre frère. Ouais. C'est gentil. Donc je me suis lancée il y a 7 ans dans la pâtisserie et on a lancé l'aventure du chef en box il y a 5 ans maintenant avec la box de pâtisserie. Qui est donc une box où tous les mois nos gourmands reçoivent une fiche recette, les ingrédients secs pesés et les ustensiles pour apprendre à pâtisser. Vous pouvez nous donner un exemple sur la box du moment, par exemple, ou une des box du moment? Bien sûr. En ce moment, c'est la box, la tarte chocolat liégeois. Donc, les gens apprennent à faire un biscuit spéculoos, un crémeux chocolat et une petite chantilly mascarpone. Ah, c'est terrible. Je sais pas vous, Jean-Marie, mais quand j'écoute ça, je prends déjà 220 calories d'un coup. Exactement. Je on peut les recevoir comment on fait pour se les procurer? On va sur Internet, le chef en box. On peut les recevoir sur toute la France? Alors, on va effectivement sur le site du chef en box. On peut les recevoir dans la France entière, mais pas que. On est aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis également. Et vous pouvez aussi les retrouver dans quelques magasins partenaires comme chez Fauchon, parce qu'on a une box spéciale avec leur chef pâtissier, ou dans d'autres enseignes avec nos autres partenaires comme Monoprix, ce genre de... Vous avez beaucoup de partenaires, effectivement. Ouais. Alors, l'impact, comment vous avez vécu cette crise? Parce qu'on a posé la même question à nos deux amis précédemment. Est-ce que le fait que vous ayez une box, que vous soyez à distance, fait que vous avez échappé totalement à la crise? Qu'en pense notre financier? Je parle pas du gâteau, hein, je parle de Julien. Oui. Alors, nous, on a connu 2 crises parce que on a commencé par la box et depuis un tout petit peu plus de 2 ans maintenant, on a ouvert un atelier dans Paris, à Nation, et on a eu la bonne idée de l'ouvrir en même temps que les Gilets jaunes. Donc, on était sur le trajet systématiquement depuis l'ouverture. De toutes les manifestations. Fantastique. Voilà. Et ils n'étaient pas là pour acheter de la pâtisserie, a priori, oui. Non, mais bon, c'est pas grave. Et donc le Covid est arrivé, ça a fermé effectivement la boutique. Ouais. On a eu des difficultés au démarrage d'approvisionnement et de logisticiens qui aussi avaient fermé leurs portes. Mais au fur et à mesure, les gens restant chez eux ont commencé à recommander. Et surtout, comme nous étions fermés, on a pris le choix avec l'équipe de jeter dans un projet qu'on avait écrit il y a 2 ans, à savoir de permettre aux gens de se former au CAP pâtisserie en ligne. Ouais. Donc c'est là où le digital finalement a dopé ou anticipé un petit peu l'imagination des entrepreneurs et des entrepreneuses. C'est un sujet qu'on aurait pu aborder avec Thierry aussi, parce que c'est vraiment son grand truc avec Cuisine Mode d'Emploi. Mais là, ça veut dire quoi? Vous faites tout le cursus du CAP online, ou c'est des morceaux théoriques de ce cursus? Il y a la partie pratique, comment ça se passe? Alors, en fait, nos étudiants ont accès à une plateforme en permanence où ils ont absolument tous les modules du CAP, donc tout ce qui est théorie et pratique. Ils ont des vidéos de chaque recette, les fiches techniques, tout un livre, et surtout en fait un grand suivi, puisque tous les jours, on corrige avec mon pâtissier, avec Anthony, on corrige leur création au quotidien. Du coup, ils nous envoient en fait une dizaine de photos par création, et puis on corrige absolument tout. D'accord. Et donc, vous disiez qu'il y avait on préparait un petit peu avant l'antenne, et vous disiez qu'il y avait une grosse, comme on appelle ça dans le jargon des business plans parisiens, il y a une grosse traction alors? Vous sentez qu'il y a une forte demande? Ah oui, une grosse traction, c'est une forte demande, c'est ça? C'est une forte demande, oui. Voilà. Moi qui n'ai pas le jargon. Voilà. Donc en tout cas, ça fonctionne et vous avez beaucoup de clients, effectivement, et vous avez trouvé votre public. Oui, tout à fait. Un peu plus de 150 étudiants depuis un peu moins de 3 mois. 200 même, Anaïs. Voilà. Formidable quand même. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Bonne continuation. Chef en box, vous me rappelez l'URL, l'adresse sur Internet? Alors, il y a lechefonbox.com et... Tout attaché. Et la pâtisseriesenligne.com. Et la pâtisseriesenligne.com. Allez, tarte au chocolat liégeois quand même, ça fait envie, non? On attend la nôtre. La France. On attend la nôtre. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. En tout cas, Julien et Anaïs Audig, cofondateurs du Chef en box. En tout cas, on est toujours en ligne avec notre invité, Marcel Bénézé, président de la branche Café Bar Brasserie du Groupement National des Indépendants. En 2 mots, Marcel, il y a eu un certain nombre de vos collègues des restaurateurs qui, pendant le confinement, contraints et forcés, sont mis livrés, par exemple, sur Internet, leur plat. Est-ce que ça peut être une solution pour ceux dont l'activité a baissé ou pas? Alors bien sûr, ça a été une solution pour certains. Ça les a aidés justement
à payer le loyer surtout, parce qu'ils avaient ça de payer quelques charges, mais ça nourrit pas, comme on dirait chez moi, ça nourrit pas son homme. C'est vraiment, ça représente à peine même pas 10%. En ce moment, ça représente 4%, 3% de la recette. C'est sûr. Parce que ils ont gardé l'habitude ou pas, en un mot? Tout à fait. Certains majoritairement l'ont gardé. Ouais, majoritairement l'ont gardé, ce qui veut dire que parce que là, c'est les périodes difficiles comme on rencontre aujourd'hui. Un sou est un sou. Je peux vous assurer que... Un sou est un sou, effectivement. Écoutez, ça a eu payé la restauration et ça continuera à payer. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Oui, bien sûr. Mon cher Marcel Bénézet, merci d'être intervenu avec nous dans les voix des entrepreneurs tous les mercredis soirs et non mardi comme dans un moment d'absence, j'ai pu dire tout à l'heure sur Sud Radio. Merci à vous, Marcel Bénézet du Groupement National des Indépendants. Merci à vous également, Denis Jacquet. Avec plaisir. Un mardi soir. Un mercredi. Un mercredi soir. J'aimais bien un mardi, Jean-Marie. Non, mais vous savez, c'est quand vous avez un lapsus, ça continue comme ça éternellement et ça vous suit toute la soirée. À mercredi, à moins que je sois trop pressé. Quoi qu'il en soit, à la suite des vraies voix qui font bouger la France, c'est avec d'autres entrepreneurs, effectivement, vous retrouvez dans quelques instants sur Sud Radio, Stéphane Soulier. À tout de suite.